À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans l'heure du droit. Dans ce nouveau numéro de cette émission, nous allons nous pencher sur l'homicide volontaire, un sujet au cœur du droit pénal et aussi de l'actualité. Quels sont les éléments constitutifs de ce crime? Quelles sont les sanctions prévues par la loi et la distinction que fait la loi selon les circonstances? La thématique est abordée avec Confiance Kossi, juriste à la clinique d'expertise juridique et sociale, CEJUS. Méchac Niaro à la présentation. Chers invités, soyez le bienvenu. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. D'accord. Alors, nous parlons de l'homicide volontaire. À la lumière du code pénal, qu'est-ce qu'il dit? Quelle définition il nous donne? D'accord, merci beaucoup pour la question. Et parlons de l'homicide volontaire. Le droit togolais le définit comme le fait de pouvoir ôter la vie ou bien donner la mort à autrui. Donc, cela est codifié par l'article 165 et suivant de notre code pénal togolais. Mais il faut bien évidemment dire que l'homicide volontaire se distingue par deux facteurs en fait. Premièrement, il y a le meurtre, qui est le fait de pouvoir donner la mort à quelqu'un. Et il y a aussi l'assassinat, qui est le fait de pouvoir préméditer le meurtre, par exemple. Donc, peut-être pour aller dans les exemples un peu plus concrets, parlant d'homicide volontaire, c'est le fait de pouvoir tuer quelqu'un directement et peut-être pour aller dans des catégorisations, le fait de pouvoir préméditer ou bien planifier la mort de quelqu'un par guet-apens, par empoisonnement et autres. En ce moment, on parlera d'assassinat. D'assassinat. D'accord. Alors, avant de revenir sur les différentes catégorisations, est-ce qu'il y a une différence entre l'homicide volontaire de l'homicide involontaire? Voilà. Au fait, la différence se fait du niveau de... par exemple, quand on prend l'homicide involontaire, c'est le fait de pouvoir donner la mort à quelqu'un par négligence. Ou le fait de pouvoir tuer quelqu'un sans le savoir ou peut-être par légitime défense. Ok. Voilà. Donc, en ce moment, l'homicide est involontaire. Maintenant, peut-être on peut revenir par après sur la légitime défense, comment est-ce qu'elle peut exonérer de la peine. Oui, je pense qu'avant de parler même de l'exonération, on va expliquer pas à pas, mollo, tout ce que vous avez dit. Vous avez parlé de l'homicide volontaire qui peut être effectué par négligence, par accident et par légitime défense. Vous pouvez nous donner quelques exemples précis? D'accord. Parlons de l'homicide involontaire, par exemple. Vous savez que nous avons le droit et aussi le devoir de pouvoir, par exemple, porter assistance à quelqu'un qui est en danger, par exemple. Ça, c'est un exemple banal. Donc, en ce moment, lorsque je sais que peut-être je dois nourrir un enfant, par exemple, et je le laisse sans nourriture pendant un bon moment, et par après, l'enfant succombe du manque de nourriture, ça veut dire que c'est de l'homicide involontaire. Par négligence. Par négligence. Okay. Ça, c'est par négligence. Maintenant, le fait, par exemple, bon, je vais un peu citer l'actualité. En Côte d'Ivoire, l'artiste Mola a donné la mort à une femme par accident de circulation. Ça, on peut qualifier ça aussi d'homicide involontaire, mais c'est par accident. Maintenant, on peut par après rentrer dans les détails pour voir les circonstances maintenant qui ont causé la mort, pour pouvoir un peu voir s'il y a des facteurs aggravants ou pas. Oui. Alors, parlons de la situation de non-assistance à une personne en danger. De quelle manière, comment ça s'applique? Comment ça se fait dans les faits? Voilà. Au fait, le code ou bien la loi nous oblige à être responsable de nous-mêmes et aussi être d'une certaine manière responsable de l'autre, du voisin d'à côté. Donc, si je sens que, par exemple, le voisin est en situation de danger et que je ne préviens pas les autorités compétentes ou bien je ne lui porte pas assistance, dans ce contexte,
on peut parler un peu de non-assistance en personne en danger. Par exemple, vous venez ou surprenez quelqu'un qui est peut-être en train de se prendre, par exemple. En ce moment, vous avez l'obligation de pouvoir lui porter secours et de l'enlever de cette situation-là. Si vous ne le faites pas, ça veut dire que vous avez manqué à votre devoir d'assistance à une personne qui est en danger. Il y a plein d'exemples qu'on pourra citer en ce qui concerne le non-assistance à une personne en danger. Généralement, ce principe est évoqué lorsqu'il y a des accidents. C'est votre exemple qui m'a permis de savoir que ça s'étend à d'autres champs. Le cas d'une personne qui est renversée, que les gens passent sans lui porter assistance, est-ce qu'on peut être poursuivi par la loi? On peut et on ne peut pas aussi être poursuivi. Bon, ça dépend un peu des circonstances. Mais lorsque réellement vous êtes devant les faits, par exemple d'un accident corporel de circulation, vous avez la responsabilité première de pouvoir porter secours à la victime, la mettre peut-être en sécurité, appeler les secours. Maintenant, si pour ça, c'est une responsabilité qu'on peut appeler une responsabilité morale, en fait, de la personne. Du fait que vous êtes citoyen, vous êtes une personne, votre intégrité morale, votre responsabilité morale vous interpelle à porter secours à une personne lorsqu'elle se trouve en situation de vulnérabilité, comme les cas d'accident corporel de circulation. Maintenant, peut-être, vous faites vous-même partie de l'accident, par exemple. Vous avez été une victime? Pas forcément une victime, peut-être l'auteur. D'accord. Par exemple, je suis avec ma moto, je suis avec ma voiture, par mégarde, un enfant directement traverse sans voir, je le cogne et maintenant je prends la fuite. Ok. Bien que, en ce moment, on peut aussi m'amputer cette infraction-là de non-assistance à une personne en danger, premièrement, du fait que cette personne a été blessée au cours de l'accident et par après, moi j'ai pris la fuite. Bon, ça dépend un peu des circonstances. Bon, c'est pour ça que souvent en droit, c'est l'interprétation des faits qui amène plutôt à pouvoir voir si ces faits correspondent à telle ou telle infraction. Alors, il reviendra au juge d'apprécier souverainement les faits qui lui seront soumis. Alors, on va revenir un peu aux relations de voisinage, toujours en lien avec le principe de non-assistance aux personnes en danger. Est-ce que pour les cas de maltraitance d'enfants, si on est dans un contexte africain où il peut arriver de souvent taper les enfants pour, en griffe, les remettre sur le droit chemin dans la logique de les éduquer. Est-ce que le voisinage est tenu de signaler si on constate qu'il y a une maltraitance qui peut aboutir à la mort des enfants? Ouais. Ça, c'est d'office. Du moment où déjà l'enfant est l'être qu'on peut, entre guillemets, qualifier d'une personne vulnérable. Donc, du moment où cette dernière-là est catégorisée dans cette couche de population qu'on appelle les personnes vulnérables, du moment où vous constatez des actes ou bien des faits à l'encontre de cet enfant-là, vous avez l'obligation de premièrement interpeller peut-être les auteurs, mais aussi par la suite signaler ça aux autorités compétentes pour que les droits de cet enfant-là puissent être préservés. Donc ça, c'est une obligation d'office de pouvoir, lorsque vous êtes dans un environnement où votre voisinage, vous avez l'impression qu'un enfant est maltraité et que les faits sont avérés, vous avez l'obligation de pouvoir signaler cela. Très bien. Alors, à présent, nous allons nous étaler sur le sujet qui nous réunit sur ce plateau, l'homicide volontaire. Dites-nous quels sont les éléments constitutifs de l'homicide volontaire. D'accord, merci pour la question. Vous savez, madame, notre droit, je vais peut-être dire que notre droit est un droit hérité un peu de la colonisation, qui lui-même est d'origine romano-germanique. Romano-germanique. Donc, la qualification se fait sur trois éléments, si je peux le dire ainsi. Il y a premièrement l'élément matériel. L'élément matériel qui est de pouvoir prouver
la vératitude. Par exemple, qui puisse avoir, parlant du cas d'homicide volontaire, qui puisse avoir mort d'homme, mort d'une personne. Vérifier si réellement est-ce qu'il y a une personne qui a été décédée, qui est morte. Maintenant, vérifier le lien de causalité de la mort. Qu'est-ce qui a causé la mort de cette personne-là? Et maintenant, on peut maintenant revenir à un second élément qui est l'élément moral. L'élément moral qui est de pouvoir déterminer l'intention de tuer ou bien l'intention criminelle de la personne. Et maintenant, l'élément légal ou bien l'élément juridique qu'on peut associer, c'est de pouvoir interpréter l'élément matériel et le factuel moral par rapport à ce que la loi dit. Alors, je vais prendre un exemple assez précis. Dans le cas où on retrouve un corps, un cadavre dans la nature, comment est-ce qu'on arrive à déterminer s'il s'agit d'un homicide volontaire, d'un homicide involontaire? Voilà. Bon, ça c'est direct. Lorsque il y a un cadavre qui a été qui est découvert, c'est premièrement on appelle tout ce qui est déjà OPJ et aussi les légistes, les médecins légistes qui vont finalement faire leur travail et après déterminer la cause du décès. Donc c'est après le travail des médecins légistes qu'on pourra maintenant déterminer la cause du décès. Et maintenant, à partir de ce rapport médico-légal, qu'on pourra maintenant voir si premièrement, est-ce que c'est un homicide, est-ce que c'est un homicide volontaire ou involontaire, et maintenant entrer dans les questions procédurales. D'accord. Alors, comme vous avez cité les différents éléments constitutifs de l'homicide volontaire, vous avez parlé des faits matériels, moraux et légaux. C'est ça. Alors, comme vous avez parlé de l'aspect moral, l'élément moral, vous avez parlé de l'intention criminelle. Comment est-ce qu'on arrive à le déterminer? L'intention criminelle, est-ce que c'est de pouvoir déterminer si une personne agit pour tuer, par exemple. Voilà. Prenons le cas de l'assassinat. Je planifie pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures, la mort d'une personne. Peut-être, je commence par faire tout un plan, organiser tout pour pouvoir ôter la vie à quelqu'un. Donc, déjà, lorsqu'on arrive à pouvoir réunir tous ces éléments de preuve, on peut maintenant prouver l'intention criminelle de la personne. Par exemple, une personne qui déjà suit une personne pendant plusieurs mois, ses routines, quelles sont ses habitudes et tout cela, et finalement, après, ôte la vie à cette personne. Cette personne ne peut pas se prévaloir du fait que cela est survenu de manière involontaire. Maintenant, c'est de là qu'on prouve maintenant l'intention criminelle de la personne. Ou, peut-être dans certaines conditions, vous avez la latitude, en fait. Peut-être les circonstances faisaient que vous pouvez peut-être neutraliser la personne, mais par la suite, vous décidez d'aller au-delà de cela et de lui ôter la vie. Donc, après, maintenant, les preuves et l'enjouement de tous ces éléments-là, on peut maintenant déterminer si l'intention était de tuer ou juste c'est venu de manière involontaire. Spontanée. Voilà. Alors, quelles sont les raisons qui peuvent ou qui motivent souvent la commission de ces homicides? Ça, c'est bon. Moi, je suis qu'un simple juriste. Moi, je ne sais pas réellement. Peut-être. Si vous êtes déjà juriste, donc peut-être il y a de ces cas-là qui viennent dans les cabinets ou au tribunal. Bon, peut-être, parlant de l'homicide involontaire. Pour l'homicide involontaire, on pourra dire qu'il n'y a pas vraiment de raison fixe parce que ce sont des choses qui viennent comme ça. Mais peut-être pour l'homicide volontaire, moi je pourrais dire qu'il peut y avoir beaucoup de facteurs qui peuvent partir des facteurs sociologiques et des facteurs environnementaux et jusqu'en allant. Donc
Prenons le cas peut-être d'une personne en situation de pauvreté aggravante. Moi, je ne suis pas en train de dédouaner, hein. Ben, ce sont des éléments qui peuvent aussi amener à pouvoir chercher à ôter la vie à des gens. Il y a aussi des personnes qui sont atteintes de troubles psychologiques, qui sont aussi atteintes de troubles psychologiques et par la suite de cela peuvent avoir de ces ans d'intention criminelle, de ces ans d'intention de pouvoir tuer les gens pour de simples plaisirs. Bon. Et ce sont des éléments, mais factuellement, moi, je ne pourrais pas réellement vous dire qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à pouvoir ôter la vie à quelqu'un du moment où la personne humaine, de par sa nature, est sacrée. Et l'une ne peut volontairement ôter la vie à son prochain. Donc, moi, c'est une question vraiment qui est assez ambiguë et il faut peut-être faire appel à des spécialistes comme des psychologues pour pouvoir peut-être apporter des réponses plus éclairées ou plus averties à cette question. On retiendra donc qu'il y a des raisons économiques, des questions de santé mentale et parfois des conditions environnementales qui peuvent motiver la commission d'un acte d'un homicide. Alors, dites-moi, c'est vrai, vous êtes juriste et peut-être que vous n'êtes pas dans le domaine des statistiques, mais est-ce qu'au cours des dernières années, les 5 et les 10 dernières années, on a enregistré un taux élevé ou un taux faible d'homicides commis dans notre pays? Dans notre pays. Oui. Cette question, moi, comme je l'ai dit tantôt, je ne pourrais pas peut-être vous répondre avec exactitude parce que l'un des grands problèmes que nous avons dans nos systèmes judiciaires au Togo, c'est la documentation des éléments. Et donc, je ne pourrais pas réellement répondre objectivement à cette question, mais je dirais qu'il y en a quand même assez de ces genres d'actes ignobles qu'on pourra qualifier d'homicide volontaire. Du moins, pour le cas des assises passées en janvier dernier, on a eu pas mal de ces genres de cas. On a eu pas mal de ces genres de cas. Alors, toujours en matière pénale, on parle d'un principe, la présomption d'innocence. Alors, dans les cas d'homicide volontaire, est-ce que ce principe s'applique aux auteurs? La présomption d'innocence. Oui. Au fait, ou plutôt, au Togo, on parle de présomption de culpabilité. Voilà. Oh, oui. Au fait, ce principe s'applique à toute personne suspectée d'une infraction ou bien, bon, pas coupable, mais bon, une personne prévenue d'une infraction. Donc, le principe stipule que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'un jugement ne soit prononcé par un juge à son encontre. Et ce jugement-là, qui le condamne par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Donc le principe d'innocence est appliqué à toute personne, que ça soit en matière de délit mineur, en matière de crime, comme toute autre infraction. Oui. Et maintenant, dans le cas où la mort a été donnée par négligence ou involontairement, est-ce que la présomption de culpabilité, d'innocence, autant pour moi, s'applique toujours? Ça s'applique toujours. C'est-à-dire, je me permets d'expliquer, c'est-à-dire qu'on est venu où c'était devant des témoins que la scène s'est produite. On a poignardé quelqu'un. Vous voulez dire? Oui, bon, je ne sais pas comment on apprécie la question de flagrant délit. Peut-être que vous aurez le temps de nous expliquer, de mieux nous expliquer. Mais on est peut-être dans ce studio où quelqu'un vient me poignarder devant tout le monde. Est-ce que dans ce cas, je jouis toujours de la présomption d'innocence? Vous jouissez toujours de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'un juge ne prononce une sentence à votre encontre. Ça, c'est le principe. Maintenant, vous êtes prise peut-être en flagrant délit. Le flagrant délit, c'est le fait qu'une personne soit prise en état d'une infraction. Donc, peut-être vous êtes en train de voler, on vous a pris, ou bien vous avez poignardé quelqu'un sur le cou et on vous a pris, comme l'exemple que vous avez donné. Mais, au-delà
de toutes les preuves inhérentes directement à votre infraction, du fait qu'il y a assez de témoins et qu'on vous a pris la main dans le sac, si on peut le dire ainsi. Vous jouissez toujours de cette présomption, de ce principe de présomption, jusqu'à ce que votre sentence soit prononcée. Donc, lorsque la sentence est prononcée, cela suppose que soit vous êtes condamné, soit vous êtes acquitté des charges. Donc, lorsque vous êtes condamné, ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là que la présomption d'innocence s'arrête. D'accord. Alors, quels sont les différents droits qui sont rattachés à la présomption d'innocence? Les différents droits. Bon, en matière pénale, il faut dire que la présomption d'innocence agit toujours en matière pénale. Oui. Toujours en matière pénale, que ce soit en cas de délit mineur, en cas de vol, en cas de crime. Voilà, en cas d'homicide, qu'il soit volontaire ou involontaire, et autres crimes, peut-être les génocides et autres là. Donc, il faut dire que la présomption d'innocence s'applique en matière pénale et s'applique à toutes les infractions. Ok, d'accord. On va revenir un peu sur la question de flagrant délit. Il arrive des situations où on le remarque souvent dans la pratique, où tout le monde a vu que quelqu'un a tué une autre personne et finalement, après des mois de procédure, après des procès interminables, la personne est déclarée non coupable. Ça s'explique comment? Voilà. Tantôt, on a un peu exploré les éléments qu'on met dans la composition d'une infraction. Voilà. Certes, des fois, on peut avoir l'élément matériel. L'élément matériel est là. Et finalement, l'élément moral peut dédouaner la personne. Ou il y a aussi... Par exemple, c'est tout de suite je disais l'intention criminelle. Oui. C'est en fait ça aussi l'élément moral. C'est aussi de pouvoir voir aussi est-ce que cette personne a agi de son propre chef. Qu'est-ce qui a amené ce dernier à pouvoir être auteur d'un tel acte. Finalement, c'est à partir de cela et aussi à partir d'autres expertises qu'on pourra peut-être dire que cette personne a agi de son propre chef et qu'il n'y a pas réellement de facteurs derrière. Ou bien peut-être cette personne est atteinte d'un trouble spécifique, comme le cas des personnes qui sont atteintes des déficients mentaux. Des déficients mentaux. Ou aussi par rapport aussi à la question de l'âge de la personne, par exemple. Quand on prend le cas d'un mineur, et vous êtes d'accord avec moi qu'un mineur est pénalement irresponsable. Oui. Donc, toutes ces conditions-là peuvent maintenant rentrer dedans pour pouvoir voir que cette personne est peut-être innocente, ou peut être acquittée. Ou aussi, il y a aussi des questions de procédure. Il y a un célèbre avocat de notre pays qui a une fois dit... Le plus grand avocat, ce n'est pas celui qui maîtrise le texte, mais c'est la personne qui maîtrise la procédure. Il y a aussi cette question de procédure qui rentre en jeu en matière pénale. La procédure est là. Lorsque la procédure est viciée à un certain endroit, finalement, vous pouvez voir une personne relaxée par faute de procédure ou bien par vice de procédure. Donc, il y a de tous ces éléments-là qui rentrent en jeu. Oui. Finalement, on peut dire, on a vu cette personne peut-être auteur d'un fait de viol ou bien auteur d'un fait de vol, de meurtre et autres, mais finalement qui a été relaxé et que la justice n'a pas été faite. Mais bon, au-delà de tout, il faut dire aussi que la justice, elle est là pour tout le monde. Et lorsque une personne a ses droits violés quelque part, il est important que la justice puisse être équitable à tous, en fait. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez je vous demande, est-ce que vous pouvez revenir sur la question de procédure? Pourquoi je pose la question? Parce qu'aujourd'hui, les gens sont d'une certaine manière découragés d'intenter des procès, de se pourvoir en justice. Parce qu'on se dit, il y a de ces situations, on emmène devant les tribunaux, mais on n'a pas gain de cause. En quoi? Comment maîtriser la procédure? Qu'est-ce qui est important dans la procédure
pour réussir le procès qu'on veut intenter? Voilà. Bon, d'une manière générale, faire recours à la justice, que ce soit en matière civile ou pénale, il est important de pouvoir maîtriser la procédure. Et c'est le plus grand souci un peu de nos communautés ou bien de nos populations. C'est notre déficit en matière en matière légale, si je peux le dire ainsi. La population n'a pas accès à l'information du droit. La population ne sait pas que, en cas, lorsque je me trouve dans telle situation, je ne sais, Voilà comment je dois faire. Voilà comment elle doit procéder, voilà la juridiction qui est compétente, voilà la personne à saisir, voilà. Donc, la population n'a pas l'information. Et de l'autre côté, au niveau de nos juridictions, il y a aussi le fait que nous pouvions aussi voir des problèmes de qualification. Oui, des problèmes de qualification ou peut-être qu'actuellement, notre système judiciaire se trouve dans cet engorgement-là où on n'a pas assez de personnel. Peut-être pas de qualification, mais c'est le manque en fait de la suffisance du personnel pour pouvoir faire à bien le travail. Ou peut-être c'est ce que ce problème a été un peu pallié par le fait que maintenant la nouvelle organisation judiciaire a un peu désagrégé les choses pour pouvoir aider les justiciables à pouvoir toucher rapidement les juridictions. Mais aussi, il y avait aussi dans le temps ce problème-là où la même juridiction à compétence correctionnelle, à compétence civile et aussi, donc finalement, il y a assez de dossiers, mais il y a peu de personnel pour pouvoir les gérer. Donc je crois que maintenant, avec cette nouvelle organisation judiciaire qui maintenant désagrège en fonction de la situation géographique, les juridictions qui sont à compétence civile, à compétence correctionnelle et maintenant aussi des juridictions qui sont à double casquette, à compétence civile et correctionnelle automatiquement pour pouvoir un peu permettre cette facilité-là aux justiciables. D'accord. Alors, si on prend le cas particulier de l'homicide volontaire, le cas d'un meurtre ou d'un assassinat, quelle juridiction est-ce qu'il faut saisir? Est-ce qu'il faut aller directement au commissariat? Est-ce qu'il faut aller au niveau de la police judiciaire ou aller au niveau du tribunal de première instance? Ouais. Lorsque peut-être vous êtes témoin d'un homicide volontaire, la procédure à suivre est d'office, c'est de pouvoir saisir les officiers de police judiciaire qui viendront. Les PJ. L'OPJ, les OPJ, voilà, qui viendront sur place et maintenant constater. Premièrement, c'est la constatation, pour constater les faits. Lorsque les faits sont avérés, maintenant, eux, ils savent la procédure, ils constituent le dossier et ils saisissent le parquet par la suite. Maintenant, après saisine du parquet, le procureur, si l'auteur est là, le procureur prend les dispositions pour que la personne puisse être mettre à vue, en garde à vue et après, s'il le faut, prendre un mandat de repos pour cette personne. Après, la procédure sur son cours devant le juge d'instruction qui instruit le dossier et qui, par la suite, passe en procès à la cour d'assises pour les infractions à caractère criminel dans notre pays. C'est la cour d'assises qui se réunit et maintenant qui juge cette personne. Si finalement, à l'issue du procès, si les faits sont avérés, cette personne sera condamnée et si les faits ne sont pas avérés, cette personne pourra être relaxée par la suite. Et dans le cas où la personne est condamnée, elle sera emmenée à purger une peine. Alors, purger une peine, parlons des sanctions et des peines. Quelles sont celles qui sont reconnues pour les personnes accusées ou condamnées d'homicide volontaire? D'accord. Je crois que il faut peut-être maintenant rentrer un peu dans les catégories. Je disais tantôt que premièrement, pour les homicides volontaires, il y a le meurtre
qui est le fait de pouvoir ôter la vie à quelqu'un. Et ce fait, cette infraction est punie, si je ne me trompe pas, par l'article 67 du Code pénal, qui est puni d'une peine d'emprisonnement de réclusion criminelle de 10 à 20 ans à toute personne reconnue coupable de cette infraction-là. Maintenant, si maintenant il y a d'autres situations qu'on pourra un peu associer à cela, qui pourront un peu faire varier la peine ou pas. Par exemple, si cette personne a agi à la suite d'un autre crime, par exemple. Par exemple, c'est peut-être cette personne a tué quelqu'un à la suite d'un braquage, par exemple. Ok. La peine est maintenant double ou bien aggravée. Et là, on passe peut-être de 20 à 30 ans de réclusion criminelle. Maintenant, parlons d'assassinat. L'assassinat, c'est le fait de pouvoir préméditer la mort d'une personne. Ça, c'est un peu ce que le code dit. Maintenant, si vous êtes retenu coupable d'un assassinat, vous encourez de 20 à 50 ans de réclusion criminelle. Je crois, selon l'article 168 de notre code pénal. Est-ce qu'il peut arriver qu'une personne accusée d'homicide volontaire puisse jouir d'un sursis, d'une peine de sursis? Je crois que c'est possible. Peut-être au lieu de purger 10 ans ou 15 ans, on te donne le sursis. Voilà, peut-être, ça dépendra aussi des conditions de l'affaire. Et ça, tout dépend de l'appréciation qu'on a fait des faits ou bien de l'infraction. Je parlais tantôt de l'élément moral qui rentre en jeu et tout cela. Donc, c'est après tout cela qu'on pourra déterminer si tu auras la peine capitale ou moins, ou peut-être une peine assortie de sursis. Est-ce que la peine capitale est toujours appliquée au Togo? La peine capitale, non. Je voulais parler plutôt de la peine maximale, parce que la catégorisation, c'est un peu de 10 à 30 ans. Donc, 30, c'est la peine maximale par rapport à l'infraction. Et maintenant, on pourra voir est-ce que tu as droit à la peine minimale ou à la peine maximale selon le degré de l'infraction. D'accord, bien noté. Alors, on va revenir sur la question de présomption d'innocence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, des réseaux sociaux. Et lorsqu'on a vent de certaines histoires de meurtres, d'assassinats, très vite, les images du présumé auteur sont diffusées. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? Je crois que la loi, surtout, je crois qu'il y a une nouvelle loi sur la cybersécurité et aussi la cybercriminalité qui encadre tout ce qui est diffusion d'informations d'une personne sur les réseaux sociaux et sur les plateformes numériques. Je n'ai pas vraiment à l'heure actuelle des dispositions en tête à pouvoir vous donner. Mais ce qu'il est important, peut-être par rapport à la médiatisation d'un procès ou pas, cela a une double connotation, je pourrais dire. C'est un aspect positif où ça sensibilise. Ça sensibilise l'opinion sur les dangers liés à de tels actes et aide aussi à prévenir de ces genres d'actes dans les communautés. L'autre aspect qui est peut-être aussi qu'on pourra dire négative, c'est aussi le fait que cela un peu enlève cette question de présomption d'innocence à la personne auteur de l'acte, parce que, comme on le dit, toute personne présumée d'un acte est innocente jusqu'à ce que son jugement ne soit rendu. Donc, du moment où cette personne-là est automatiquement affichée sur les médias, sur les réseaux sociaux et autres, cette présomption d'innocence que normalement cette dernière doit bénéficier, cette présomption lui est ôtée, en fait. Finalement, il est coupable avant son procès. Et ça n'arrange pas les choses. Ça n'arrange pas, en fait, les choses, parce que les procès, lorsqu'elles sont un peu médiatisées,
c'est comme souvent ajouter un peu de l'huile sur le feu. Ça c'est aspects positifs comme ces aspects négatifs, comme je le disais tantôt. Donc, surtout du moment où ça ne va pas dans le bénéfice de l'accusé. L'autre côté aussi, c'est le poids psychologique, par exemple, des familles, de la victime, et aussi de la personne présumée auteur de l'acte. Nous sommes d'accord que lorsque on montre un monsieur X à la télé qu'il est présumé auteur d'un viol et que ce monsieur X vit dans ta communauté, ça veut dire que toute sa famille, tout son entourage deviennent des parias. Ils sont montrés du doigt, ils sont plus libres de leurs agissements. Tout de suite, on leur colle des étiquettes. Ça, c'est l'aspect négatif de la chose. Et aussi du côté de la victime. Les proches de la victime ne sont pas aussi plus à l'aise à pouvoir aussi, voilà, c'est un couteau à double tranchant, comme on le dit. Dès que vous sortez, on vous montre du tout, voilà, c'est son enfant, ou bien c'est son frère qui a été victime de tant. Donc, c'est tout ce poids psychologique-là qui est aussi l'autre revers de la médaille lorsque les procès sont plus ou moins médiatisés. L'autre chose aussi, c'est que lorsque ces personnes-là, ces affaires ou ces histoires, ces personnes sont indexées sur les réseaux sociaux, ou bien dès qu'on apprend, ces personnes sont victimes de lynchage. Exactement. Dans la communauté. Peut-être on veut lapider la personne ou on découdre avec elle en la frappant, en utilisant des objets, des armes blanches. Qu'est-ce que la loi dit sur cet aspect ? Voilà. Peut-être pas forcément citer l'article, mais quelle est la position du législateur ? Je crois que le législateur est ferme sur ce sujet et toute personne auteur d'une infraction doit être... il y a une procédure à suivre. Lorsque cette procédure-là n'est pas suivie, toutes les personnes, par exemple, une personne, comme on le voit chaque fois dans nos communautés, une personne auteur, peut-être, ou bien présumée auteur d'un vol, est lynchée. Oui. Est lynchée automatiquement. Donc, la loi est claire. Toutes les personnes qui ont participé ou qui ont été auteurs de ce lynchage seront poursuivies, doivent être arrêtés et poursuivis conformément aux dispositions prévues par la loi dans ces genres de contextes. Donc, vous convenez avec moi que vous puissiez partir de victime automatiquement à un présumé auteur d'un homicide volontaire ou bien involontaire. Alors, pour finir cette émission, généralement quand je ne vais pas dire les procès, autant pour moi, lorsqu'il y a saisine suite à un cas d'homicide ou de tout type d'infraction, on a l'impression que ça met du temps et qu'il y a une certaine lenteur. Est-ce qu'il y a possibilité d'accélérer les choses et pourquoi est-ce que ça met autant de temps avant d'être résolu ? Voilà. Toute infraction pénale a droit à, selon la procédure, à un temps, en fonction de chaque infraction, à un temps d'enquête. Où c'est ce que souvent on appelle la phase d'enquête préliminaire, où on laisse le temps au juge d'instruction de pouvoir mener son enquête et de pouvoir vérifier les faits avant d'entrer dans les procédures. Et souvent, selon la complexité en fait des faits, la procédure peut être un peu plus longue. Mais l'autre souci, peut-être aussi qu'on pourra aussi évoquer aussi, et attirer un peu l'attention de nos dirigeants sur ce problème. Nous savions déjà qu'ils en font déjà assez sur cette question-là, mais nous estimons que beaucoup d'autres choses pourront être encore faites pour pouvoir améliorer cela. C'est de pouvoir aussi mettre assez de ressources à la disposition du juge d'instruction, à la disposition du parquet pour pouvoir rapidement faire passer les enquêtes préliminaires pour que ces genres de cas ne puissent pas prendre assez de temps. Mais normalement, il y a de temps raisonnables prévus par le code de procédure. Peut-être actuellement que j'oublie un peu, mais il y a un temps raisonnable pour chaque infraction. Mais c'est de pouvoir aussi aider les professionnels là-bas à pouvoir mieux faire leur boulot, à pouvoir mettre le logistique qu'il faut, et mettre le personnel qu'il faut et aussi du personnel qualifié pour
pour pouvoir aider la justice à être plus prompte dans la gestion des affaires qui lui sont confiées. D'accord. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. En guise de conclusion, est-ce que, oui, un dernier mot sur le sujet et voilà. Ce que vous avez à dire. Mais premièrement, merci à vous pour l'invitation. Et je crois que cette émission est vraiment le canal idéal pour pouvoir un peu s'informer et s'instruire sur la question du droit. Et sur la question de l'homicide, je crois que ce que moi peut-être, si j'ai un dernier mot à l'endroit de nos auditeurs ou bien de nos concitoyens, c'est de pouvoir aller beaucoup à l'information sur la question du droit d'une manière générale, mais aussi de pouvoir aussi prendre garde par rapport à un certain nombre de choses qui pourront être par la suite préjudicielles à notre personne. Mais ce que je pourrais dire, c'est toujours aller à l'information, et c'est ce que nous, à notre niveau, à la clinique, nous faisons. Je crois que périodiquement, chaque 2 semaines, nous faisons sortir des fiches que nous appelons les fiches pratiques qui informent sur la question du droit. Et je crois que ce sujet de l'homicide a été traité par l'une de nos fiches, je crois, il y a un mois de cela, qui traite un peu de l'homicide involontaire, mais je crois que la fiche qui va sera sur cette question de l'homicide volontaire. Donc, aller à l'information, c'est pour ça que les organisations de défense des droits de l'homme sont là, c'est pour ça que le parquet est là. Je crois qu'il y a aussi un bureau d'information du justiciable au niveau du tribunal, à chaque fois qu'ils ont des soucis liés au droit, liés au truc là, de pouvoir à tout moment s'informer sur la question. Merci à vous pour ce mot de conclusion. Allez à l'information ici à Radio Jedi, précisément dans l'heure du droit. Nous vous donnons l'information dont vous avez besoin en ce qui concerne le juridique. Merci de nous avoir suivis. Merci pour la fidélité d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour aborder un autre sujet de droit. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas, c'était Michak Nyaro au micro. Au revoir.